Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Maki Hebdo. Chaque fin de semaine, nous revenons sur l'actualité africaine et au-delà. Nous la commentons en compagnie d'experts, d'analystes, de chercheurs africains, souvent, qui viennent nous apporter cette touche, ce regard dont nous avons tant besoin. Aujourd'hui, j'ai autour de moi quelqu'un dont vous allez voir le visage tout à l'heure. Je ne vous fais pas durer pour vous présenter Lady Ngoman. Bonsoir. Bonsoir Gabi. Bonsoir. Vous êtes très connu, je ne peux ne pas rappeler qu'on vous voit déjà sur cette chaîne, mais ce que les gens ignorent, c'est que, en plus d'être journaliste, vous êtes également chercheur dans des études africaines, féminines et bien d'autres choses encore. Tout à fait. Que vous aurez l'occasion de préciser, j'espère. J'espère bien. Je vous en prie. J'ai à ma gauche quelqu'un qui prend ses habitudes ici, de façon très agréable d'ailleurs. Merci de nous honorer de votre présence tous les samedis maintenant. Patrice Passy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en intelligence économique, de toute façon on l'entendra dans vos analyses toujours très affûtées. Et puis nous avons un nouvel arrivant. Mais qui n'en dit pas moins, Monsieur Romuald Djomo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes voilà, un ancien diplômé de Sciences Po Paris, responsable d'ONG, notamment l'ANI, Afrique et Nouvelle Indépendance, c'est bien cela? Interdépendance. Interdépendance, autant pour moi. Donc, ce sont les trois invités avec lesquels nous allons disséquer, décortiquer, passer à la loupe ces sujets. Quels sujets sont au menu ce soir? Nous en avons trois. Le premier, c'est le drame qui s'est produit au Congo, au Brazzaville, la semaine dernière. Une explosion dans une caserne qui a plongé le pays dans un deuil. Un deuil national qui est relaté par la presse écrite que j'ai parcourue par ailleurs pour d'autres raisons, mais qui nous est dit dans le document que nous allons voir à l'instant, la vidéo qui pose ce départ. Éteindre le dernier foyer d'incendie pour empêcher toute propagation, c'est l'objectif fixé par les autorités congolaises. Car le risque d'une deuxième explosion est bien réel. Le feu qui a ravagé dimanche un dépôt de munitions dans les quartiers de Mipila pourrait atteindre un deuxième dépôt situé à seulement 100 mètres de loin. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, se veut rassurant et a annoncé l'ouverture d'une enquête. La situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. C'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien-là. Des équipes médicales marocaines et françaises sont arrivées ce mardi à Brazzaville pour apporter une aide d'urgence. Dans les décombres, les secouristes dépassés espèrent des miracles, mais retrouvent surtout des cadavres. Plus de 150 morts ont déjà été signalés. Tout a été détruit. Je venais de prendre un crédit et mon argent est parti. Je voulais bien vivre avec ma femme et mes enfants, mais j'ai tout perdu. Tout. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie, mais l'explosion soulève déjà des questions sur la proximité des casernes militaires si près des habitations. À cet effet, l'État congolais a demandé une délocalisation des casernes ainsi qu'une opération de déminage de 2 sites à partir de ce mardi. Ce document a été commenté par Christina Okello de la rédaction de Télésud. On le voit bien, c'est un drame, c'est une tragédie. J'aurais dû commencer là, par galanterie, par vous, pour Madame Lady, mais nous avons un originaire, un ressortissant de ce pays-là, et nous allons communier autour de lui pour entendre quelle est l'émotion, quel est l'écho de l'émotion du pays qui est remonté jusqu'à vous. Parlant d'écho de l'émotion, je ne sais pas si c'est possible, mais on peut observer une minute de silence sur le plateau pour nos compatriotes qui sont décédés. C'est quelques secondes télévisées, Oui, ça a la résonance d'une minute. Voilà, donc mais c'est un événement grave, comme le chef de l'État l'a dit, qui, oui, suscite des questions et aussi, comme on dit toujours, une crise en communication est une opportunité. Donc je pense que ce qui s'est passé va permettre aux autorités de prendre de nouvelles mesures et de nouvelles décisions qui vont permettre de désengorger et surtout d'externaliser
l'implantation des casernes militaires hors des grandes agglomérations. D'abord pour les condoléances, Lady Ngoman, vous avez un mot à dire à nos frères du Congo-Brazzaville? Bien sûr, comme tout le monde, je veux dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les drames. Quand il y a des vies qui sont perdues, effectivement, on a envie de s'incliner et même de ne pas dire grand-chose parce que commenter, c'est amplifier quelque part et laisser de côté la réalité de ces personnes qui, malheureusement, ou plutôt heureusement, doivent continuer à vivre. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants et il y a des réalités qui doivent pouvoir continuer pour toutes ces personnes-là et tout le blabla que l'on peut faire à distance pour stigmatiser un tel, une telle, pour moi, quelque part, une injure un peu à la mémoire des personnes disparues. Vous avez quelque chose à rajouter, Romuald Djomo? Oui, j'ai envie de dire ici que nous sommes tous Congolais quand nous avons en face de nous un drame comme celui-là. Donc, comme l'a dit Madame Ma, nous ne pouvons que nous incliner et que toute exagération ne peut qu'amplifier. Ceci étant, nous aurons certainement abordé d'autres points dans la suite qui nous permettront de... Bien entendu. D'ailleurs, voilà. J'ai intitulé cette partie de l'émission « Explosion au Congo », mais quelles sont les leçons à tirer au-delà de l'armée congolaise, pour les armées africaines, parce que nous avons une caserne qui se trouve en plein centre où habitent des populations. C'est vrai qu'il y a l'émotion, qu'il y a le deuil, il y a des morts, mais on entend souvent les Occidentaux dire le risque zéro n'existe pas. Ça nous paraît souvent froid comme réaction, mais c'est peut-être ça aussi qui évite les drames. Est-ce qu'il ne faut pas penser à la manière, même si le risque zéro n'existe pas, de minorer, on va dire, au moins les risques? Est-ce que... je ne parle pas du Congo exclusivement, parce que dans toute l'Afrique, on a grandi autour des casernes, parfois dans des grandes villes. Vous m'avez arraché de la bouche. J'ai grandi dans la caserne pratiquement. Je suis fille de colonel à la retraite, donc je sais ce que c'est un bruit incongru la nuit. Fort heureusement, ça n'est pas toujours un drame. Cependant, les Occidentaux disent, oui, ils disent, ce qu'ils ne disent pas, mais que nous savons tous très bien, c'est que les configurations de nos pays, l'armée notamment, les administrations en tout cas, sont souvent ce qui est resté d'une certaine période coloniale. Le risque zéro n'existe pas, sauf quand il existe. Et ce qui arrive, malheureusement, peut arriver. On a entendu parler d'accidents. C'est effectivement un accident domestique. Quand je dis domestique au sens du pays, c'est peut-être un euphémisme. Mais voilà, cela peut arriver quand bien même la caserne serait à l'extérieur de la ville. Il y aurait des pertes de vie quand même. Hein. Les hommes en tenue sont des êtres humains. Quelles sont vos conclusions pour les armées africaines? Comment voyez-vous ce problème? J'ai envie de dire qu'en Afrique centrale en particulier, nous ne pouvons pas durablement continuer avec le chaque jour suffit sa peine dans tout ce qui concerne la planification. Quand nous avons un accident comme celui-là, attirons quand même l'attention sur le fait que pour certains chefs d'État, ça fait longtemps qu'ils sont aux affaires et que quand on est chef d'État, on est dans le prévisionnel. C'est-à-dire que c'est dire qu'on a une caserne qui, au départ, d'après ce qui m'a été dit, était hors, n'était pas encerclé par des habitations et progressivement l'a été. Quand on est dirigeant public, je me dis politique, je me dis que la moindre des choses, c'est de penser l'avenir. Donc aujourd'hui, l'enjeu de l'urbanisation est effectif et on le voit partout en Afrique aujourd'hui, en Afrique centrale en particulier. Donc on voit très bien qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a... Vous parlez de la décongestion des villes. Tout à fait, voilà. Donc il y a un travail réel à faire à ce niveau pour que, justement, on évite ce genre de drame. Voilà. Vous qui connaissez bien le Brazzaville, quelle est la configuration exacte? En ce qui concerne la planification, ça a été pensé et c'était en cours d'exécution, puisqu'il y a un plan qui prévoit l'externalisation à partir de 2014 des casernes. Il y a les moyens qui ont été trouvés, les sites ont été déterminés, identifiés et déterminés, donc il ne restait plus que la mise en œuvre selon les budgets et selon la répartition des tâches. Alors, un accident a ce côté imprévisible, même si là on va parler de risque prévisible, mais un accident a ce côté imprévisible qui fait que, pour le cas, on va dire que l'État congolais a été pris de court par cet accident. Mais au niveau de la planification, au niveau de la prévision, tout a été prévu pour que plusieurs casernes quittent Brazzaville intramuraux pour être sur des sites déjà identifiés. Lady Ngoman a commencé à aborder un aspect de ce problème. Les armées africaines, est-ce qu'elles ne sont pas le fruit
d'autres choses. Est-ce qu'elles ne sont pas interpellées là par rapport à une redéfinition de leur rôle? Avant, elles jouaient une mission de police quasiment, ce qui justifie leur place au cœur de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui interpelle de ce côté-là? Si je puis me permettre. Allez-y, je vous prie. Non, les armées n'ont pas joué un rôle de police, elles jouent le rôle de la défense nationale. Oui, non, mais ça c'est en théorie. La police joue et le rôle de la police est dévolu à la police, comme son nom l'indique. Et dans tous les pays africains, pratiquement, on a toujours respecté cette séparation des pouvoirs et d'actions et d'activités entre la police, l'armée, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage ce point de vue. Il peut arriver, l'exception ne doit pas être une règle. Il peut arriver que dans certaines situations qui dépassent complètement l'exercice des missions de la police, que l'armée soit appelée en renfort, mais ça ne veut pas dire, ou ce n'est pas un état de fait qui perdure dans les États. Un État de droit, notamment le Congo-Brazzaville, l'armée a ses missions, la police a ses missions. La gendarmerie aussi. Également. En théorie. Mais quand même, pas en théorie. En pratique, sinon, non, on ne peut pas dire en théorie. On ne peut pas dire en théorie. Oui, mais quand même, l'un des problèmes de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est la question du renforcement des capacités institutionnelles. Nous le savons tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les institutions en Afrique subsaharienne sont fragiles. Elles sont fragiles parce que, en termes de prévisionnel, on se rend bien compte aujourd'hui encore que les experts, nos gouvernements sont toujours accompagnés par les experts internationaux, par les experts qui nous viennent d'Occident et tout, parce que nous avons pu le constater dans différents domaines, il y a une fragilité institutionnelle qui fait que, voilà, nous, pendant que dans les pays occidentaux, le risque zéro n'existe pas, j'ai envie de dire ici que le risque existe réellement en Afrique. Je me souviens du Cameroun où nous avons connu une situation à Efoulan où c'était un incendie. Un incendie comme ça. Vous verrez rarement ces situations dans d'autres pays. Enfin, dans les pays où quand même il y a un encadrement minimal. Je ne suis pas de votre avis. Si vous êtes d'accord, pardonnez-moi et permettez-moi de vous reprendre la parole que je vous avais prêtée, comme on dit quelque part, prête-moi ta bagarre, je te la rendrai. Oui, mais une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que l'on fait? Vous aviez posé la question, les institutions africaines aujourd'hui, ou plutôt les armées en Afrique, quels enseignements? Quel enseignement? Parce que les accidents, les drames, ce qui n'a pas marché, ça permet d'améliorer les choses. On entend bien, mais quand on vient en Occident, par exemple, et qu'on entend des tsunamis et d'autres drames encore, quand vous parlez de ce risque zéro qui n'existerait pas à tel endroit et à tel autre, en nuançant, c'est vrai, ça n'est pas la même nature d'incident et d'incendie qui plus est. Cela étant, ça n'est pas que par rapport à ces questions-là qu'il y a besoin de changer les choses, d'une part. Et d'autre part, vous dites qu'il y a des experts venus d'ailleurs. C'est là, il a fait une présentation de nous tous ici, et personne n'était pas au moins expert 3 fois. C'est peut-être notre responsabilité, à nous aussi, de nous impliquer, plutôt que de seulement constater. Hein, moi, je pense, pour rebondir à ce que vous dites, il faudrait revenir au débat. C'est-à-dire au sujet qui nous réunit ici, quel avenir pour les armées par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est une lente évolution, dans ce sens que les agglomérations dans les années 70 ou à la fin de la colonisation étaient, plutôt les casernes étaient excentrées par rapport à la ville. Il y a eu le doublement de la population pour certains pays ou pour certaines capitales qui a fait que la caserne s'est retrouvée au milieu d'habitations. C'est le cas pour des aéroports. Il y a un accident célèbre, l'aéroport de Ndolo. Mais ça se passe pas en un jour, c'est pour ça qu'il parle de prévision. Si je puis terminer. Il y a un accident célèbre, l'aéroport de Ndolo, qui était en plein centre pas très loin, oui, en plein centre de Kinshasa, qui a fait pratiquement plus de 300 morts. Donc, il y a plusieurs cas comme ça qui posent un problème de redéfinition de la politique urbaine d'un pays, d'accord? Mais la prévision seule ne suffit pas. Il faudrait que cette prévision soit intégrée dans une politique nationale et dans une politique budgétaire, avec des textes d'application qui permettent cela. Ce qui a été, par exemple, le cas pour le Congo-Brazzaville. Maintenant, le processus décisionnel a certainement pris du temps, ou même été prévu. Il y a juste le côté imprévisible de l'accident qui nous replonge dans le sujet. Effectivement, on peut saluer le fait que mais je voudrais quand même saluer la réaction des autorités, parce que juste après, le président s'est déplacé
sur les lieux. Donc, c'est la moindre des choses quand même. Non, c'est pas. Il y a Bush qui était arrivé plusieurs jours en Nouvelle-Orléans. Ah oui, mais d'accord. Vous avez vu la distance. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Donc, il peut arriver un événement majeur et un chef d'État arrive plusieurs jours après. Oui, et là, le président s'est rendu tout de suite. Il y a eu une communication politique forte autour de l'événement. Il y a eu aussi la rencontre entre le gouvernement et les députés pour pouvoir présenter... C'est ce que je voulais dire. Non, j'essaie à froid, en tant que technicien, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce que je voudrais dire au-delà de tout cela quand même, hein, moi je suis têtue et je ne suis qu'une bonne femme. Ben voilà, il y a une réalité, hein, au-delà de ces considérations qui sont réelles, qu'il faut prendre en compte, il y a une réalité et un besoin d'une approche sexo-spécifique quand il faut venir en aide à tout le monde. Il y a ceux qui sont ici, il y a ceux qui sont là-bas. Tout le monde peut encore une fois faire quelque chose, doit pouvoir faire quelque chose. Simplement, on a vu des femmes courir, une femme enceinte et tout. Bon, moi, ça me saisit. Il y a des enfants, on n'apporte pas l'aide, on n'apporte pas la même aide à toutes ces personnes juste parce que c'est de l'aide. Parce que les femmes vont continuer à devoir faire la cuisine, même s'il ne reste qu'une casserole. Elles vont devoir continuer à donner à manger aux enfants, même si elles ont un bras cassé. Si elles allaitent, il faut continuer à allaiter. Il y a ces réalités qui sont là. Et moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur notre discussion, pardonnez-moi, noble, mais un peu qui voltige, alors que les réalités sont là. Est-ce qu'on ne pense pas à faire ces réalités? 14 000 déplacés, près de 1300, plus de 1300 blessés, 200 morts, ça c'est une réalité. 5000 habitations complètement rasées ou certains complètement désintégrées. Oui, c'est une réalité. Et face à cette réalité, le gouvernement a pris les mesures adéquates, même si quelque part on peut entendre des retards, mais je pense que ces retards sont plutôt le fait qu'il n'y a pas encore... Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire, hein, je vois votre... Et je ne parlais pas du gouvernement, hein. Je ne parlais pas du gouvernement, justement. Il est venu du gouvernement. Je ne parlais je ne parlais pas que... Je vous parle des éléments en notre possession qui nous permettent de mener une discussion pour savoir quelle a été la réaction. J'entends bien, mais je ne parlais pas que du gouvernement. Pour ma part, les gouvernements font ce qu'ils peuvent là où ils sont. Tout à fait. Par contre, je pense que chaque citoyen, individu, qu'il soit sur le continent ou ailleurs, a quand même la responsabilité aussi d'apporter de l'aide. Et pour l'heure, ça n'est pas ce qui nous caractérise, notamment nous de la diaspora. On est fort en thème à stigmatiser et on est dans notre canapé, on n'apporte pas de solution. Et moi, j'attirais l'attention, la vôtre et de tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, sur les besoins sexo-spécifiques. C'est-à-dire que quand nous enverrons des choses, si nous envoyons des choses, pensons bien que ça n'est pas juste une catégorie de population homogène. À l'intérieur de cette catégorie, il y a encore des femmes, il y a encore des enfants, il y a des personnes âgées et les besoins ne sont pas les mêmes. Et tâchons, tous autant que nous sommes, de pouvoir apporter en pensant à ces réalités-là. Je vous en prie. Voilà, juste, vous abordez la question de l'aide d'urgence. Et vous avez raison parce qu'on a bien constaté que le gouvernement français s'est engagé. J'ai vu M. Alain Juppé s'était engagé, mais qu'est-ce que nous faisons en tant que diaspora? C'est une réelle question. Il y a des actions qui sont menées, certainement par la diaspora congolaise. Voilà, ce qui peut être en effet engagé autour d'une chaîne de télévision comme c'est le cas de Télésud. Pourquoi est-ce qu'une action forte ne serait pas engagée, on dirait, en collaboration justement avec cette ambassade? Ça, c'est un point. Voilà. Mais il y a un autre point. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent aussi en Afrique. Je le dis, hein, c'est pas pour critiquer l'indemnisation. J'ai vu tout à l'heure, j'ai constaté, j'ai vu quelqu'un qui disait j'ai pris un crédit, ma maison, mon argent a été tout mon argent, voilà. Donc c'est un élément qu'on oublie souvent, qui prend beaucoup de temps souvent aussi. C'est-à-dire parce que, comme l'a dit Monsieur Passy, voilà, nos États sont, on n'a pas souvent prévu des fonds pour ce type de catastrophe. C'est vrai que ça, c'est ce qui ne va pas. Et ce à quoi nous invite Lady, c'est un bon état d'esprit, c'est-à-dire que, bon, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qui va, avec ce qui est là, ce qui est en place, par exemple l'aide d'urgence, par exemple les actions spontanées, etc. C'est vrai que ça ne va pas se régler juste après un accident. Mais là, on fait quoi avec la situation que nous avons sous les bras? C'est sûr que non. Parce qu'il y a une urgence. Quand je dis c'est sûr que non, ça n'est pas, sauf si je ne m'abuse, avec tout le respect que j'ai pour toute personne qui a perdu quelque chose, quand il y a une réalité qui se présente à nous, des femmes qui vont devoir accoucher, je crois que les priorités vont s'organiser d'elles-mêmes. Ça n'est pas qu'il y ait des choses à négliger. Donc quand je dis... Pour répondre à votre question. Oui. Alors, mais par contre, je rebondis sur c'est sûr que non, parce que à ce jour, pour qu'il y ait
indemnisation, il y a, je pense que vous le savez tous, tout un ensemble de paramètres. Tout à fait, oui. Mais nous sommes entièrement d'accord. Enfin, pour ma part, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais bien sûr, sinon chacun arrive la bouche en cœur en disant j'ai perdu 3 milliards sans en avoir des preuves. On est d'accord. Oui, forcément, celui qui souffre voudrait avoir une réponse immédiate. Mais l'État, dans sa froideur, est obligé d'intégrer tous les éléments pour pouvoir apporter une réponse globale. Parce que pour l'État congolais, ce qu'il s'impose à lui, à ce jour, c'est la mise en œuvre d'une solution globale, locale et particulière, en fait. Tout ça en même temps dans des délais raisonnables. Et c'est ce que les membres du gouvernement, enfin, le porte-parole du gouvernement a promis lors de la séance au Parlement. De toute façon... Je pensais la même chose, je ne sais pas. Il y a le court terme, le long terme, voilà. De toute façon, ce genre de Merci. situation... Voilà. Le court terme, le moyen terme, le long terme, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une réalité qui est implacable. Ce genre de sujet de débat, de toute façon, a été insoluble. L'objet, finalement, de notre échange, parce que les solutions sont très, très difficiles à trouver, c'était de compatir déjà avec nos frères du Congo, d'avoir un espace de parole. Et puis, on a des idées qui naissent, comme celle de Lady, pourquoi pas engager des actions de solidarité. Sans doute, certains y ont pensé, mais nous, à la télévision, comment on peut accompagner ça? Lady, par exemple, a un plateau où passent beaucoup de personnes qui sont engagées dans des actions sociales ou humanitaires. Ça nous fait passer à un deuxième sujet. Le lien n'est pas forcément immédiat, mais c'est un sujet qui nous intéresse également. C'est un sujet qui concerne la présidentielle française, qui concerne là une autre urgence, anticipation, planification. Ah ouais, on le disait, tantôt pour l'Afrique, mais ici aussi, il arrive qu'on ne prévoit pas, qu'on n'anticipe pas. Il est une question qui est totalement absente du débat en France pendant cette présidentielle. C'est la question de la banlieue. De temps en temps, ça fuse. La question de l'intégration. On parle beaucoup d'immigration, mais l'autre pendant auquel on sait si bien nous inviter, mais on fait quoi entre-temps? Regardez un petit peu les idées qui émergent autour des immigrés. C'est toujours la même chose. Donner le droit de vote aux étrangers, séparer le droit de vote de la citoyenneté, de la nationalité, c'est porter atteinte à la République, parce que c'est ouvrir la voie au vote communautaire et c'est mettre les maires sous la menace du chantage communautaire. Or, la République ne reconnaît pas le communautarisme. Sur les 200 000 personnes qui viennent en France depuis maintenant 10 ans, puisque ce chiffre a sensiblement augmenté depuis 10 ans, il avait dit la moitié doivent être des immigrés venant travailler dans notre pays. Nous en avons besoin. C'est ce qu'il appelait l'immigration choisie. En fait, l'immigration économique est tombée à 10%. Si je fixais un objectif chiffré, ce serait stupide. Pourquoi ce serait stupide? Parce que ça voudrait dire que je fixerais le nombre de personnes régularisées, quelle que soit leur situation. Moi, je suis pour qu'on lutte contre la fraude. C'est-à-dire, il y a sûrement des mariages qui sont des mariages de complaisance. Ceux-là n'ont aucune valeur à mes yeux et doivent être combattus. Mais en revanche, pour ceux qui se sont mariés avec un conjoint étranger, femme ou homme, et qui ne peuvent plus obtenir que leur conjoint vienne vivre en France, mais quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on va créer comme famille? Immigration, il semble que ce soit un problème en France, mais dans le même temps, on nous demande beaucoup. Mais qu'est-ce que la République, qu'est-ce que l'État offre comme perspective à ces immigrés-là, en dehors des lois? Quel est le champ de valeurs qui nous est proposé? Je commence par vous, Lady. Alors, je vais peut-être étonner, mais simplement, pour ma part, je trouve que quand on parle de l'immigration, immigration ne veut pas dire noir ou venu d'Afrique. Il y a l'immigration venue d'Asie. On n'en entend pas parler, mais ils sont efficaces dans le tissu social. Les macabots que nous mangeons dans nos bouches, dans nos grandes gueules, pardonnez-moi, nous sommes à la télévision, n'est-ce pas? Nous ne sommes même pas, j'allais dire FICHU, mais capables de nous les cultiver nous-mêmes. Si les Asiatiques ne nous les vendaient pas, nous ne serions pas en train de les acheter pour manger le bon plat du pays. Donc nos revendications de la diaspora africaine, et c'est celle-là, ils vont m'aimer encore plus, n'est-ce pas, à laquelle je m'adresse, je trouve que ça n'est pas seulement que de s'en plaindre, mais de passer à l'action. Parce que quand il y a des lois en France qui ne sont pas favorables aux étrangers, il n'est pas indiqué, sauf si je ne m'abuse, très défavorable aux étrangers venus d'Afrique et un tout petit peu moins défavorable aux étrangers venus du Pakistan ou d'Asie ou je ne sais pas quoi. C'est pareil pour tout le monde, sauf que moi, ce que je constate dans les commerces, par exemple, le tissu économique, même le petit commerce de proximité, les autres étrangers sont présents, la diaspora africaine y est en tant que clientèle.
Pourquoi ne pas travailler aussi de cette manière-là, d'une part? Pour répondre à votre question, parce que je vais quand même en venir à cela, intégration. Moi, je dis que la France et puis tout autre pays, on est toujours étranger quelque part de toute façon. Que l'on soit étranger en France ou dans un autre pays, on est étranger quelque part. On a des choses que l'on peut faire. Il y en a d'autres qu'on peut faire un peu moins facilement pour des raisons d'organisation administrative, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas tout à fait portée à pleurnicher sur ce qui se fait parce que le cas des Asiatiques, pour ne pas le citer, montre bien qu'on peut être étranger, mais être quand même présent économiquement, Patrice Passy, ça rejoint un peu votre approche des questions en géopolitique parfois sur la posture africaine. J'ai écrit dernièrement sur mon blog un article sur les Africains de France en panne d'idées dans la République. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'elle disait. Lorsqu'on n'est pas capable de produire des concepts qui vous permettent de mener votre propre lutte, vous êtes condamné à, entre guillemets, manger, boire les concepts des autres. Vous êtes condamné à réagir, mais jamais agir. Parce que pour agir, il faut disposer d'une vision, des valeurs et des moyens d'action. À ce jour, nous avons encore, c'est pas si noir que ça, à ce jour, je pense que les choses se mettent en place, peut-être lentement pour nous. Je pense que nos enfants et ceux de la deuxième génération qui ont pris pied en France sont lentement et sûrement en train de se constituer et de s'organiser. Les choses prennent un peu plus de temps, mais j'ai foi que ça va aller et que dans quelques années, on pourra aborder la question présidentielle française. Est-ce que vous avez entendu des propositions qui sont faites dans le sens d'une... Ils parlent beaucoup d'intégration, mais l'intégration, c'est quoi? Quel est le cadre qu'ils offrent à cette intégration? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la question de l'immigration, l'intégration, reste des questions de variables d'ajustement. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis en France, 10 années, et pendant ces 10 années, cette question est souvent revenue d'une façon périphérique. C'est-à-dire, et je crois que Didier Lapéronie a écrit un livre très intéressant sur la ghettoisation des banlieues, en fait. On ne veut pas en entendre parler parce que la France a son modèle qui est l'assimilation. Quand vous venez en France, quand vous entrez à l'aéroport, quand vous atterrissez à Roissy, il y a un paillasson, vous devez nettoyer vos pieds, votre culture, vous entrez en France et vous rejoignez les codes, laissez-moi finir s'il vous plaît, vous rejoignez les codes français. C'est l'assimilation, c'est tout faire pour essayer de devenir, d'adopter justement le socle français. Donc, et du coup, il y a la triptyque éducation, emploi, logement. Généralement, quand on vous parle d'intégration en France, nous avons cette critique. Mais nous nous sommes rendus compte, justement, avec la phase deuxième génération, parce qu'on a eu les premiers immigrés des années 50, et qui sont venus apporter la force. L'après-guerre, la reconstruction. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant de deuxième génération. Et on se rend bien compte que dans cette deuxième génération, vous avez à la fois des jeunes, qui ont réussi par l'école républicaine à s'intégrer. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui habitent des quartiers souvent, ou pas, qui ont réussi à s'intégrer. Et vous avez ceux qui sont sortis du système scolaire. Alors, tout le problème, pour ne pas monopoliser la parole, va tourner toujours autour de qu'est-ce qu'on fait de ces fils d'immigrés qui, pour certains, ne connaissent même plus leur pays d'origine, parce qu'il faut le dire, il y en a qui ne vont plus en Afrique, le bassin du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal, la première migration, il y a pour certains des enfants de ces immigrés qui ne sont pas repartis. Voilà. On peut peut-être poser la question autrement, pour ne pas être tout le temps en réaction. Quelle a été notre initiative dans la prise de parole dans les débats publics? Parce que si on attend qu'on nous offre un cadre, on peut attendre longtemps. Il faut peut-être qu'on se fédère, je ne sais pas, je jette ça au vent comme ça. Je retiens deux choses. Si on attend qu'on nous offre un cadre, voilà. Ouais. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu Romial Nzomo parler. Il tient un discours que tout Français, comme on dit souvent, tout Français de souche aurait bien aimé entendre. C'est-à-dire, il rentre dans la logique de raisonnement qu'on lui propose pour pouvoir se débattre et expliquer qu'il est là, qu'il fait quelque chose, qu'il existe, alors que
Comme tout à l'heure avec le Congo. Je n'ai plus souvenir, mais je sais que je ne pense pas avoir fait ça. Alors que là, nous avons une situation qui nécessite de nouveaux matériaux de réflexion. C'est-à-dire, le problème est au niveau des Africains. Il ne se pose pas au niveau des Français. Les Français ont un cadre qu'ils proposent. Comme il a su bien le dire, vous nettoyez vos pieds, vous rentrez et vous faites comme on fait nous d'habitude. Je ne connais pas cette France-là. C'est un constat que je posais. D'accord. La France vous Oui. propose un cadre, à la fois législatif, à la fois juridique, etc. Il vous propose un cadre. C'est vous qui rentrez. Quand vous rentrez, vous êtes intégré. Quand vous ne rentrez pas, vous avez des problèmes d'intégration. Mais pardonnez-moi, on arrive déjà intégrés pour d'aucuns. L'immigration n'est pas que des gens qui arrivent non intégrés. D'aucuns le sont avant bien même que d'être arrivés en France. L'emploi des termes peut faire l'objet de plusieurs discussions. Parce que pour moi, l'intégration, c'est un fourre-tout. C'est un champ conflictuel. Je n'aime pas aborder la question. Nous sommes d'accord. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la capacité des Africains de France à proposer un modèle propre qui intègre à la fois le cadre proposé et leurs propres préoccupations. Il faut qu'ils sachent se fédérer aussi en S'il n'y a pas force. cette capacité, on sera toujours en train de réagir face au concept que l'autre ça propose, appelle- comme l'intégration, alors que Ça en fait fait, une démarche politique. alors que À un moment l'intégration, donné, non mais l'intégration, au sens politicien. Si je oui, puis terminer. mais pas de ceux dont vous les attendez, justement. L'intégration, l'élite nous propose l'intégration, mais le français moyen, ce qu'il attend, c'est l'assimilation. Pas besoin, vous Mais, gommez pardonnez-moi, vos alors, je vais différences, essayer de dire en une phrase ce que vous gommez je vos veux. différences et vous faites comme tout le monde. Mais moi, je n'entends pas cela, D'accord. voyez-vous. Je ne suis pas qui on me dit que je suis. Je sais qu'on dit un certain nombre de choses des étrangers. Très bien, on les dit. Mais je ne vois pas très bien au nom de quoi. Moi, je me soustrais le plus consciencieusement et je pense qu'il est donc de l'ordre du possible que de se soustraire à ce qui est dit de cette catégorie de population qu'on appelle les étrangers. C'est vrai qu'ils sont étrangers à une culture, à ce pays d'accueil, mais pour autant, ils sont entiers sur un certain nombre de choses, ils ont des compétences, ils savent faire des choses. Et oui, on dit que, j'ai envie de dire, so what? Donc moi, je n'entends pas le clivage, la France, le paillasson et les étrangers qui arrivent, l'intégration. Moi, pour moi, la division n'est pas aussi simple que cela. Laissez-moi prendre juste pour rebondir sur ce que vous dites. Je suis en train de dire ceci. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas de moi. J'entends bien. Je vous parle d'un cadre. Je vous parle d'un cadre qui est là, qui existe. Quand vous suivez les discours des candidats, quand ils parlent d'intégration, quand ils parlent de politique à proposer, ils ont. Et aujourd'hui, je crois que j'ai mon ami François Dupay qui dit toujours des choses. Mais ils n'ont pas de politique à proposer. Il y a mon ami François Dupay qui dit des choses très intéressantes. La France, elle est aujourd'hui monochrome. La majorité française, elle est. Oui. Non. Laissez-moi finir. Elle est majoritairement Désolé, monochrome. Quand je dis d'accord. oui, c'est-à-dire que vous avez une France aujourd'hui qui est majoritaire. La France est métisse. Oui, vous le dites. Elle est rurale, la France. Elle est majoritaire. Elle est française, surtout la France. Oui, elle est française. Et il faut savoir le lui concéder. Ce que je suis en train de dire ici, oui. ne faisons pas comme s'il n'y a pas un existant. N'ayez pas l'impression que je suis en train de tenir, comme vous l'avez dit, M. Passy, le discours ambiant. Il n'en est pas question. Il faut connaître... À votre insu, donc, vous le tenez. Comme vous le teniez tout à l'heure pour le Congo. Alors, juste que ce que j'ai envie de dire ici, c'est que si, quand on veut s'intégrer, nous avons par exemple un projet que nous animons dans notre association qui s'appelle Marianne et moi, ce projet accompagne les jeunes dans l'appropriation des espaces institutionnels. Nous nous sommes rendus compte d'une chose très simple. Vous voulez vous intégrer, vous arrivez en France, vous habitez la banlieue, la proche banlieue parisienne, où vous êtes vraiment dans la banlieue. Vous ne connaissez vous ne connaissez pas votre mairie, vous ne connaissez pas où se trouve votre préfecture, vous ne connaissez pas Pourquoi tous. Vous ne connaissez pas? Oui, laissez-moi finir. Oui. Différents dispositifs qui vous permettent de pouvoir vous projeter dans le pays d'accueil, sans oublier votre pays d'origine. Parce que si vous ne voulez pas, Mais quelle est la responsabilité des immigrés eux-mêmes? Quelle est la responsabilité individuelle? C'est ça la question. On n'a pas besoin d'une association Mais pour c'est pour ça que je découvrir une disais mairie. ce pourquoi. C'est de la responsabilité individuelle. Il faudrait quand même pas que les maires Si sortent on de ne chez eux et s'accroche viennent pas, nous si tenir on à ne la main. s'accroche pas, mais c'est un constat. Mais Il est là. écoutez, la vérité quand même est que si clivage il y a, c'est un clivage d'ordre social. Le ghetto, la banlieue n'était pas au départ fait pour les étrangers seulement. Est-ce que c'est un problème spécifique à la France si on regarde dans les pays voisins? Mais non, c'est un clivage de classe sociale d'abord et il se trouve que dans ces couches sociales, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Je veux dire, la situation des immigrés
en France qui se plaignent, à tort ou à raison, de ne pas être assez intégrés, pendant que le seul discours des autorités est de dire soit non à l'immigration, soit l'immigration est un problème, soit marteler les lois, renouveler les lois, 10 lois sous Nicolas Sarkozy depuis qu'il est là. Une loi, ça prend du temps, jusqu'au décret d'application. Donc, il dit, et il l'a répété il y a quelques jours, l'immigration est un problème. D'accord, mais dans le même temps, il invite les gens à s'assimiler ou à s'intégrer. On ne sait pas ce que ça signifie. Mais ça signifie que, justement, les mots ne sont que des mots. C'est vrai qu'il y a des lois. Et c'est pour cela que je disais, que de toutes les façons, il y a la possibilité de se soustraire à ce discours. Il est là, il y a des raisons parce qu'il y a une échéance électorale, chacun essaie de vendre sa salade. Mais cela étant... Madame, permettez-moi, oui. Juste, alors, il y a 2 entrées thématiques possibles. Vous avez l'entrée thématique précarité, donc ce qu'ils appellent politique de la ville. Vous habitez un quartier politique de la ville, par exemple. Mais vous avez l'entrée par la couleur de la peau, comme on dit. Ah, c'est des immigrés, voilà, c'est des Noirs, c'est des Arabes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus, c'est que, et vous avez raison de le dire, vous savez, quand on vit dans des quartiers, quand on appelle la banlieue, vous habitez la banlieue, vous vous rendez compte que vous vivez des précarités transversales. Vos revenus, vous êtes au RSA. Par exemple, vous êtes au RSA, vous ne pouvez pas vous soigner décemment parce que vous ne connaissez même pas souvent où se trouve le centre médico-social du coin, vous ne savez pas. Parce qu'il me dit, non, lui, parlez de lui. Moi, je vous parle de ces Français, des personnes devenues françaises, qui souvent ne connaissent pas. Mais attendez, ces personnes qui ne savent pas... Mais nous sommes dans un pays où on demande à chacun de nous de développer la responsabilité individuelle. Permettez que je pose une question directement en relation. Vous appréciez peut-être l'assistanat, mais moi, je ne suis pas de ce genre de... Une question. Si on est immigré, et qu'en plus on est femme, Lady, il y a simplement 48 heures, on a fêté la journée, on s'est souvenu, ou on ne sait plus trop, où on a commémoré, on ne sait pas trop. En tout cas, en 1977, l'ONU a institué une journée des droits internationaux de la femme pour qu'on se souvienne des efforts qu'il reste à accomplir. Aujourd'hui, on voit des femmes danser, surtout en Afrique. Mais est-ce qu'on se souvient qu'à l'origine, c'était pour conquérir peut-être le dernier droit de l'homme? On regarde ce reportage et on réfléchit ensuite. Avec ou sans motif de la Journée internationale de la femme, l'essentiel pour la plupart des jeunes filles et femmes est de nouer un pagne ces jours dédiés à la femme. Pris dans ces prismes, la Journée de la femme est plus réduite au simple fait du port du pagne. Beaucoup d'entre elles ignorent totalement le thème retenu pour cette journée exceptionnelle. J'ignore même le thème de cette journée. Tout ce que je sais est que la femme est à l'honneur. Personne ne m'a dit le thème retenu pour l'occasion. Les toutes petites n'y sont pas restées. Arborées des pagnes, elles marchent avec une fière allure. Elles s'exhibent sur la voie publique, question sans mille doutes d'éprouver leur féminité. On était partis boire le sucre au bar avec mes amis, mes sœurs. J'ai porté les pagnes parce qu'aujourd'hui c'est notre jour, c'est le jour des mamans. Je suis venue boire le sucre au bar. Aujourd'hui c'est la fête des mamans, c'est notre journée aujourd'hui. À voir l'ampleur que prend la journée du 8 mars, le gouvernement congolais devrait s'interposer pour faire comprendre à la femme congolaise son importance dans la société en lieu et place des célébrations festives. Du côté des églises, ici à la Cité de la Restauration, le pasteur a jugé utile et capital d'interpeller la femme congolaise sur son rôle en tant que femme dans notre société. Honorer cette femme-là, raison pour laquelle nous avons organisé ce culte. Notre thème, c'est l'influence et les grands secrets d'une femme. Il y a des secrets, il y a des choses qu'il faut pratiquer pour être une vraie et une bonne femme. Reste que les concernés comprennent le message véhiculé de cette journée afin qu'ils en donnent un sens en vue de permettre à la femme congolaise de contribuer au développement de notre pays. Ce reportage est édifiant à plus d'un titre, Lady Ngoman. Est-ce que les gens se souviennent même du pourquoi on a institué cette journée de la femme? Vous avez fait le choix de cet élément-là, vous nous en aviez montré un autre déjà, et celui-là, justement, restituer la réalité, c'est la journée internationale des droits des femmes. Hein. Ça n'est pas juste comme la fête des mères, et puis des bouquets de fleurs et tout ce qui s'ensuit. Cela étant, vous aviez posé une question avant l'élément, à savoir, est-ce que les femmes de l'immigration ne vivent pas une double discrimination du fait de leur statut et de femme? Bien sûr, j'entends bien, mais vous pensiez bien que je n'allais pas laisser l'occasion, était trop belle trouvée pour moi. J'allais dire que, on l'a vu dans cet élément, dit un pasteur, ce sont des femmes de valeur. Et on le voit bien dans la diaspora.
africaines en Europe notamment, malgré les difficultés, elles n'ont peut-être pas les moyens qu'il faut, elles n'ont peut-être pas Bac+15 toutes. Cela étant, elles réussissent quand même à se dépatouiller, finalement, bien plus que les hommes de leur pays d'origine en France. Pourquoi? Parce que quand on a l'habitude de la difficulté, ma foi, on n'est pas en train de pleurer sur des considérations macroéconomiques, on monte au filet. Quand la note est courte, on plie les pieds. Alors, cette journée des femmes, ça vous... très bien. Je disais qu'elle le faisait très bien. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan? On sait bien qu'on est loin du compte, mais... Bilan de quoi? De la journée? Des avancées, des avancées. Des avancées. Les avancées mais sont vous serez un bon ministre, hein, monsieur Passy. Non, mais soyons précis. Non, mais soyons précis. Hein. Oui. Bilan de quoi? Mais des avancées considérables. La femme a obtenu pratiquement... Dans quelle période? Entre 1960 et 2000. Ah, vous remontez même plus loin. Oui, donc je pense que la femme notamment d'abord dans la confiance en soi, parce que ça c'est important, ça commence par là, par la reconnaissance de sa propre identité, si je puis dire, entre guillemets, sa spécificité. Soyons précis justement sur ce point, je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui a parlé sur un autre sujet. Et moi je fronce les sourcils d'incompréhension. Ah ben, je vais vous éclairer, hein, vous serez... Oui, qu'est-ce que vous ne comprenez pas les deux? Non, je ne comprends pas ce que vous appelez la prise de conscience d'elle-même, de la femme. Comme pour si se battre, elle était en retard par rapport à ça. Mais non, elle n'est pas en retard parce qu'on les privait de droits, c'est autre chose. Ben, pour obtenir ces droits, ça n'a pas été un don. Ça n'a pas été le don de l'indépendance des pays africains, mais ça a été une bataille. Vous comprenez? Une bataille en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Oui, et pour parler de nous en Afrique, ça a été parce qu'il y a eu des pressions qui sont venues de l'extérieur pour nous imposer des droits. Est-ce que nous-mêmes, on a conquis ces droits-là sur place? Dans certains pays, oui. Non, excusez-moi, je suis désolé de vous le dire, c'est très faux ce que vous dites. Nos sociétés traditionnelles ont... Je ne parle pas de ces sociétés où les femmes avaient un réel pouvoir. Bah oui, je parle de l'Afrique travestie. Depuis 1960... cette Afrique, il y a continuité, mais qui pose des problèmes aux femmes. Nos grands-mères étaient très libres. Le seul problème qui était visible, parce que derrière, je pense que la femme a toujours ce pouvoir, le seul problème qui était visible, c'est que jusque dans les années 75 ou 80, c'était l'homme qui apportait la majorité des revenus. Et comme au niveau de l'espèce humaine, celui qui a le pouvoir peut en abuser ou décider en sa faveur. Il y a eu des situations... Selon qu'il a un homme ou une femme aussi, c'est une question de tempérament. Je vous complétez très bien d'ailleurs. Alors, donc à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque la femme... Le problème au niveau de l'Afrique se résout lentement par l'accès à la femme, à l'outil de production, l'accès à la femme à certains services, à certains métiers. Cela commence déjà à se sentir. La preuve, lorsque les femmes africaines arrivent ici, généralement, c'est suivi de quelques soucis. Vous êtes bien placé parce que vous faites des émissions, je crois, qui consacrent une place très importante à ce genre de sujet. Lorsque les femmes arrivent ici, généralement, quelques années, comme vous avez dit, lorsqu'elles montent au filet, qu'elles prennent des initiatives, qu'elles rapportent quelque chose, qu'elles prennent position, nous constatons que ça pose quelquefois des problèmes de couple parce que l'homme perd ses repères en termes d'autorité, de présence, etc. Ce qui, quelquefois, pose problème. Alors qu'il serait très simple de pouvoir acquérir de l'élasticité, messieurs, lorsque ces repères bougent, tout simplement. Ça, c'est un problème que Romial va... Quoi, l'élasticité? Non, mais comme vous sentez ce sujet. Non, je dis que je voudrais rappeler ici, on parle des femmes africaines, nous savons qu'en Arabie Saoudite, elles manifestent encore pour pouvoir avoir le droit de conduire une voiture. Donc nous devrions nous estimer bien heureuses? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'il y a des avancées, il y a des grandes avancées qui ne devraient pas en être, parce que l'égalité, on parle d'égalité homme-femme. Donc je crois qu'en Afrique aujourd'hui, quand vous arrivez, vous constatez que les femmes, vous l'avez dit, M. Passy, s'assument. Elles ont désormais des revenus. Le divorce a été démocratisé. Hein. On n'est plus dans des situations où les femmes peuvent vivre ad vitam aeternam avec un homme qui les traumatise. Donc aujourd'hui, nous avons, quand vous êtes dans les pays africains, les mamie Benz. Si on est en ville ou à la campagne, voilà. Justement, il est bien que vous rappeliez que, justement, en zone rurale et en zone urbaine, les situations sont complètement différentes. Mais quand on regarde, quand on est dans les zones urbaines, quand vous faites le Bénin ou le Togo, vous voyez ces mamie Benz, on en parle partout. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est elle s'organise. Vous avez en face de nous Madame Ngoma, qui aujourd'hui fait parler d'elle Télé Sud et puis
dans les rues parisiennes, dans le monde, parce que justement, de plus en plus, vous avez des personnes représentatives. Vous avez Madame Hélène Sirleaf Johnson, il faut dire ici, vous avez des prix Nobel de la paix qui nous viennent désormais d'Afrique. Donc aujourd'hui, clairement, l'Afrique est en pleine, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique à la fois de reconnaissance du rôle de la femme. C'est important. Mais il faut dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose justement sur cette question. Je vous passe la parole dans 2 secondes. D'accord. Il faut dire quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, il y en a beaucoup, et certains nous suivent, qui ont pensé que l'Afrique a toujours été un continent où les femmes étaient à l'arrière-boutique. Ils doivent savoir que c'est faux. Non, je ne vous laisserai pas le Parce que dans la tradition africaine ancestrale, la femme est un pilier de la société. Oui, le machisme est venu aussi dans le sillage des religions. Alors, il faut le dire. Est-ce que la question, c'est qui est-ce qui a mis de l'eau dans la noix de coco, ou est-ce qu'il y a de l'eau dans la noie de coco, est-ce qu'on se noie dedans, ou non, mais il faut rappeler, parce que sinon on nous met l'étiquette machiste et tout ça. Je suis qui je suis, encore une fois. Nous, diaspora, il y a ceux qui décident de réagir et ceux qui décident d'agir. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Voilà. On peut dire ce que l'on veut en face, d'erroné, de juste, de pas juste, rien de ce que j'entreprends. Et je voudrais corriger ce que vous disiez, Ngomang ne fait pas parler d'elle, mais fait parler les femmes. C'est une nuance de taille pour moi. Voilà. Ce que j'entreprends dans ce sens-là, c'est tout simplement pour agir et être. Indépendamment de ce qui s'en dit, indépendamment de ce qu'on pense, que les autres apprendront s'ils ont l'intelligence de le faire suffisamment tôt, que ma foi, il y avait des choses erronées, et remettre à jour leurs compétences sur cette question-là. Mais c'est tout, mais c'est certainement pas pour faire comme une telle population ou comme une telle personne. Non, mais pour la construction d'une fierté, d'une identité, mais justement, des repères historiques. Si on constate, si on constate qu'on a toujours réagi en oubliant d'agir parce qu'on avait des choses qu'on aurait pu faire si on n'était pas occupé à réagir à ce que nous faisait faire autrui, moi j'ai l'impression que ce sont des projets de vie qui sont gâchés. Donc être et agir, c'est bien assez, plutôt que de se définir en creux pour pouvoir restituer une réalité. Je veux dire, si on a affaire à quelqu'un qui est, pardonnez-moi, bête, et c'est un euphémisme, on ne va pas passer son éternité à vouloir lui faire la leçon, alors qu'on a des choses, on a à s'accomplir soi-même. Et pour revenir sur ce point-là, on s'approche de la fin de l'émission. Justement, parce que vous êtes une experte sur cette question. Pour vous, quelles sont les priorités, les principaux droits que les femmes doivent conquérir, ou alors que les sociétés doivent permettre aux femmes? Quelles sont les luttes à venir? Ce que je voudrais dire aujourd'hui, pour parler de perspective, la lutte des droits des femmes, la lutte pour les droits des femmes, et en rappelant que ce sont les droits d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, et les droits pour... Gender, oui, si vous voulez. Non, mais les droits pour toute personne, comme pour les hommes, ce ne sont pas on ne demande pas une égalité, les hommes étant comme les femmes, physiologiquement. Merci, l'accès aux droits. Ce qu'il est important de quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les hommes comprennent que c'est à leur bénéfice. Le féminisme, comme on l'appelle en Occident, n'est pas seulement une équipe de brûleuses de soutien-gorge, c'est une action humaniste. Les hommes ne se plaignent pas en général, mais ils sont les premiers à tirer les marrons du feu de ces actions-là qui restituent les choses, car les hommes aussi sont prisonniers des schémas sociaux. Quand vous allez vous retrouver dans votre chaumière avec une jeune fille que vous n'avez pas envie d'épouser, mais parce que votre tradition vous dit que, et votre grand-père vous apprend que, et que celle que vous avez choisie ne leur convient pas, vous allez faire l'homme, vous allez faire le coq, vous allez l'épouser, mais vous allez la traumatiser. Et grâce à notre combat, nous, on dit non, on va vous libérer de cela. Dites-nous merci. Très bien. Qu'est-ce qui permet à un homme d'intégrer cette nécessité-là, que les femmes doivent être nos égales sur tous les plans, au moins sur le plan du droit? Alors juste... Est-ce que c'est l'éducation, c'est quoi? C'est la culture? Vous savez, mais parfois, vous savez que les discriminations, elles commencent à la maison. Enfin, les questions de poupées, qui va à la cuisine. Vous savez, nous avons pour certains... non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous allez partir en vacances tous les deux. Voilà. Différenciation discriminatoire. Il se trouve juste que... Il se trouve juste que dès la maison, dès le bas âge, quand vous dites à vos enfants, quand vous achetez les poupées pour les filles, vous achetez les voitures, on construit des stéréotypes. Donc c'est dès le bas âge qu'on apprend aux enfants l'égalité. Juste si vous permettez, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de... Après, ce sera la conclusion. Merci. On va aller très très vite. Mais les enfants nous regardent, donc les stéréotypes sont inversés. Les hommes portent du rose et les femmes portent du bleu. On va faire ça simplement. Je vais donner à chacun 1 minute pour conclure l'émission. Je commence par vous. On va passer dans ce sens-là. Lady va terminer. Alors, moi, je parlerai plutôt d'évolution. C'est-à-dire, les hommes sont bien conscients que la société évolue, intègrent cette évolution
Et dans un, pour employer un groupe de mots techniques, dans le cadre d'une opération d'amélioration continue de son regard, de son attitude et de son comportement, s'adapte aux différents changements, aux différentes évolutions. Donc c'est plutôt salutaire parce que l'instruction le permet, les connaissances le permettent aussi, et les droits. Moi, je vous permettez que je fasse une petite annonce? Ou une petite conclusion, oui, c'est votre mariage? Oui, non, pas encore. Non, c'est pas que je suis peut-être déjà marié ou je suis même marié. Alors, juste, ça va lui plaire à madame. Oui, juste que, justement pour conclure cet élément, le 21 mars prochain au cercle municipal à Yaoundé, donc je donne une conférence avec les jeunes d'Akonolinga qui me font le plaisir de me recevoir. Donc voilà, et ensuite le 28 ce sera avec M. Théophile Abega. Donc une autre conférence justement à la mairie du 4e parce qu'ils me font... le premier thème c'est la glocalisation. Avec les jeunes d'Akonolinga, nous allons parler de jeunes d'Akonolinga, acteurs de la glocalisation, et dans l'autre thème c'est diaspora et économie solidaire. Voilà. Lady Ngoma. Le 8 mars étant donc derrière nous, Lady vous écoute reprend en direct à partir du lundi 12 mars de 10h30 à midi. Et moi je voudrais que vous aurez l'occasion de terminer, de poursuivre ce débat. Oh que oui, c'est le 8 mars chez nous tous les jours sur ce plateau-là. Si. Je voudrais rendre un hommage vibrant, comme veut l'expression, à ceux de ces hommes qui sont plus nombreux que les femmes d'ailleurs, au téléphone tout au moins. Pour cette émission, ce sont des hommes intelligents. Ils ont compris que le combat des femmes, c'est tout bénef pour eux. Et de toute façon, les choses ne vont pas changer, elles ne pourront être que meilleures. Je vous remercie. On est dans les annonces. Mais non, vous allez en faire une. Vous êtes sur notre plateau tout le temps. Non, on a fini. C'est fini, c'est terminé. Je suis désolé. Je vous remercie d'abord d'être venu, d'avoir honoré de votre présence ce plateau pour vos contributions toujours de plus en plus riches d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on prend nos aises ici. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.